Et si la troisième plus grande nation au monde n'avait absolument aucune frontière? Ouais, c'est un concept assez vertigineux quand on y pense. Bah oui, c'est fou. Imaginons un instant une entité démographique géante composée de 350 millions d'individus dispersés sur tout le globe. C'est énorme. C'est massif. Si on rassemblait toute cette population sous un seul drapeau, ce serait un pays plus peuplé que les États-Unis, juste derrière l'Inde et la Chine, quoi. Tout à fait. On parle d'un réservoir d'influence, de cerveau et surtout de capitaux qui est tout simplement phénoménal. Exactement, le potentiel est sans précédent. Mais pourtant, quand on se penche sur la pile impressionnante de notes, d'articles et de recherches réunies pour notre plongée d'aujourd'hui, il y a un constat qui frappe immédiatement. Le fameux paradoxe de la diaspora. Voilà. Le potentiel économique de cette nation, sans frontières, donc la diaspora africaine, agit encore principalement comme un filet de sécurité, pas vraiment comme un bâtisseur d'empire. Ouais, on est dans la survie, pas dans la construction. C'est ça. Donc la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la mécanique complexe qui permettrait de pivoter. C'est le cœur du sujet, ouais. Comment on fait pour transformer ces habitudes d'épargne collective, qui sont vieilles de plusieurs siècles, en de véritables investissements productifs, des trucs capables de financer la croissance structurelle de l'Afrique? Bah, c'est le nœud du problème. Et je pense qu'il est essentiel de poser notre cadre d'analyse tout de suite, en fait. Vas-y, je t'écoute. En parcourant tous ces documents, il y a une idée reçue qui vole complètement en éclats. Le défi, c'est pas un manque de liquidité ou une absence d'esprit d'entreprise. Pas du tout. L'argent circule déjà massivement. Et l'ingéniosité, elle est présente à chaque coin de rue, de Paris à Montréal, en passant par Londres ou New York. Le véritable enjeu, il se situe au niveau de la stratégie d'allocation de ce capital. Donc c'est pas une question de rattraper un quelconque retard par rapport à l'Occident? Non, pas du tout. La thèse qu'on découvre ici, c'est qu'il faut construire une architecture financière radicalement différente. Il s'agit de prendre des flux financiers qui servent aujourd'hui à colmater les urgences du quotidien et de les rediriger pour en faire les fondations de demain, quoi. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que pour bien comprendre cette fameuse architecture, il faut d'abord regarder l'outil de base, qui est déjà massivement utilisé. La fameuse tontine. Carrément. Dans le monde de la diaspora africaine, l'outil roi, c'est l'épargne collective rotative. Alors, selon les régions, on l'appelle la tontine, le stockvel, la jo ou le pontin. Ouais, le nom change, mais le principe reste le même. C'est ça. Et le mécanisme est brillant parce qu'il est d'une simplicité redoutable. Un groupe de personnes, unies par des liens de confiance absolus, se réunit. Chaque mois, tout le monde dépose une somme fixe dans une cagnotte centrale. Et à tour de rôle, un des membres encaisse la totalité de la somme. C'est vraiment l'ancêtre du financement participatif. Totalement. Et surtout, c'est la banque de ceux que le système bancaire traditionnel ignore. Et cette définition est cruciale, tu vois. La tontine, elle remplit une fonction vitale d'inclusion financière. Surtout pour les nouveaux arrivants, non? Exactement. Là où une banque classique va exiger 3 fiches de paie, des garanties immobilières et un historique de crédit irréprochable, ce système rotatif ne s'appuie que sur une seule devise, la réputation au sein de la communauté. Et ça a une valeur inestimable. C'est la base de tout. Si on trahit la tontine, on est socialement banni. C'est ce qui rend le mécanisme si résilient face aux crises économiques. Cependant, c'est en analysant l'utilisation finale de cette cagnotte que les documents qu'on examine soulèvent un paradoxe majeur. Ah oui, l'utilisation des fonds. Aujourd'hui, la grande majorité de ces fonds levés est aspirée par la consommation immédiate et la gestion des urgences. Et quand on parle de consommation immédiate, pour être clair, on parle de payer des arriérés de loyer, de régler des frais médicaux imprévus, ou alors, et c'est très présent culturellement, de financer des obligations sociales. Les fameux événements de la vie, ouais. Voilà, je pense aux mariages majestueux qui coûtent une fortune, ou aux funérailles qui exigent le rapatriement et des cérémonies vraiment fastueuses. L'argent tourne, certes, mais il sert à maintenir un équilibre de survie ou un certain prestige social. Il faut reconnaître que c'est une fonction de survie indispensable pour maintenir le tissu social, hein. Mais la comparaison qui est faite dans les recherches avec d'autres diasporas est frappante. Tu penses au modèle asiatique? Exactement. Les diasporas chinoises ou coréennes, par exemple. Elles utilisent des mécanismes d'épargne strictement identiques. Vraiment? Ah ouais. Le système chinois du Qi, par exemple, c'est sur le plan purement mathématique et logistique le jumeau parfait de la tontine africaine. Le jumeau parfait? 10 personnes mettent 1000 euros, une personne repart avec 10 000. Mais la finalité est différente. Totalement. La règle culturelle non écrite qui gouverne le Qi est à l'opposé. Cet argent ne sert pratiquement jamais à payer un mariage ou un écran plat. Il sert à bâtir un outil de production.
D'accord. Donc la personne qui empoche les 10 000 € va s'en servir pour signer le bail commercial d'une laverie ou acheter les fours d'une boulangerie, c'est ça? C'est la norme absolue, ouais. Financer le premier stock d'une épicerie, ce genre de truc. Et regarde l'effet boule de neige. Le mois suivant, le deuxième membre empoche la cagnotte et ouvre son propre commerce, ou bien investit dans celui du premier. Ah oui, l'argent circule mais il fructifie. Voilà, le capital s'évapore pas dans une dépense d'un soir. Il se transforme en un actif tangible qui génère des revenus continus. C'est ce qui explique comment des quartiers entiers dans des métropoles occidentales voient leur commerce racheté systématiquement par les mêmes communautés. C'est pas une question de valise de billets alors? Pas du tout. C'est pas parce qu'ils arrivent avec des millions de dollars. C'est parce qu'ils mutualisent le peu qu'ils ont pour cibler l'acquisition d'actifs générateurs de revenus. C'est fou. Pour bien visualiser, je me disais en lisant ça, c'est comme si la diaspora africaine avait construit, au fil des siècles, un moteur V8 absolument surpuissant. J'adore cette métaphore. Bah oui, l'ingénierie sociale de la tontine est parfaite. Le moteur tourne comme une horloge. Mais au lieu d'embrayer, de transmettre cette puissance aux roues pour faire avancer le véhicule vers la création de richesses, on laisse le moteur hurler au point mort. Juste pour faire fonctionner la climatisation parce qu'il fait chaud aujourd'hui, quoi. C'est exactement ça. C'est agréable sur le moment, ça aide à supporter la rudesse du présent, mais le véhicule ne bouge pas d'un centimètre sur la carte économique. La puissance de traction est là, mais l'intention derrière change tout. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment justifier ça, ouais. Voilà, comment on justifie un tel décalage d'utilisation avec des outils de base si similaires? Pour filer ta métaphore du moteur V8, le décalage, il vient pas de la puissance du moteur, il vient de l'absence de boîte de transmission vers le long terme, tu vois. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il s'agit d'une divergence purement psychologique dans la perception du risque et de la sécurité. C'est-à-dire? Dans un cas, la sécurité est perçue comme la capacité à absorber les chocs du présent. Payer les factures, maintenir son rang social, le capital, c'est un bouclier. D'accord. Dans le modèle asiatique, décrit dans nos notes, la sécurité n'est pas perçue au présent, mais dans le futur. Le capital est une graine. Si on marge la graine aujourd'hui, bon, on survit à l'hiver, mais on n'aura pas d'arbre fruitier au printemps, quoi. C'est une vision à long terme. Le basculement stratégique consiste donc à sanctuariser l'épargne communautaire, l'extraire de la sphère de la consommation et l'injecter exclusivement dans la création de valeur durable. D'accord. La mécanique comparative est très claire et on comprend que tout se joue sur l'allocation du capital. Mais concrètement, j'aimerais qu'on s'arrête sur le comment. C'est le plus dur, ouais. Mais oui, parce que j'avoue que je bloque sur un point technique essentiel ici. Comment on passe dans la réalité d'une enveloppe de billets de banque donnée à une tante dans un salon parisien à la construction d'un actif structurant en Afrique? Il y a un monde entre les deux. Bah carrément. Il y a un gouffre juridique, logistique et même technique entre financer les études d'un neveu et, je sais pas, financer un barrage ou une start-up. Qu'est-ce que construire veut dire dans ce contexte? C'est la transition la plus complexe, c'est clair. Mais c'est là que l'innovation financière intervient en fait. On ne demande pas à la tante du salon parisien d'aller couler du béton à Dakar, on est d'accord. Ce que mettent en avant les recherches, c'est la création d'outils d'intermédiation par la diaspora elle-même. Au lieu de remettre des espèces, les membres de ces tontines 2.0 versent leurs fonds dans des véhicules d'investissement légaux, Comme quoi, par exemple? des coopératives ou des clubs d'investissement enregistrés dans les pays d'accueil. Ces entités mutualisent ensuite ces sommes pour investir dans des projets d'infrastructures communautaires locaux. On parle de quel type de projet exactement? Des projets vitaux qui requièrent ce qu'on appelle du capital patient. L'inverse du capital spéculatif qui exige une rentabilité à 3 mois, quoi. Du long terme, donc. Ouais. Par exemple, le financement de mini-réseaux d'énergie renouvelable. Au lieu d'attendre que l'État ou une multinationale vienne électrifier une zone rurale, le club d'investissement de la diaspora s'associe à un opérateur technique local. Et ils font quoi? Il déploie des panneaux solaires de dernière génération. Le village obtient de l'électricité, ce qui permet aux artisans locaux de travailler plus longtemps ou de conserver la chaîne du froid pour l'agriculture. Ah, ça change la donne. Et en retour, les usagers payent leur électricité via mobile money. Et ce flux financier remonte sous forme de dividendes à long terme vers les investisseurs de la diaspora. C'est gagnant-gagnant. Et ça crée une infrastructure physique permanente. Et la connectivité Internet fait aussi partie de ces chantiers, j'imagine. Mais il y a un autre domaine qui ressort énormément de cette pile de documents, c'est l'écosystème des startups et de la fintech. Ah oui, massivement. Imaginons un peu si les 50 000 € levés annuellement par un grand réseau familial en Europe ne servaient plus à construire une grande maison vide au pays pour les vieux jours, mais servaient de fonds d'amorçage à de jeunes développeurs locaux. L'impact serait monumental.
On utiliserait cet argent pour créer des plateformes financières qui faciliteraient elles-mêmes les paiements et le microcrédit pour les agriculteurs sur place? Le financement des startups est effectivement un vecteur d'accélération massif. En fait, les banques traditionnelles africaines prêtent très peu aux petites et moyennes entreprises, et encore moins aux jeunes pousses technologiques sans garanties immobilières, tu vois. C'est trop risqué pour elles. Exactement. C'est là que l'esprit de la tontine, qui sait gérer le risque basé sur la confiance plutôt que sur le collatéral, peut être révolutionnaire. La diaspora peut lancer des fonds de capital risque dédiés. Pour financer l'économie réelle. Ces startups locales financées, elles font pas que développer des applications. Elles transforment des matières premières, elles créent des chaînes logistiques pour l'agro-industrie, elles emploient la jeunesse. Elles fixent la valeur ajoutée sur le continent, au lieu de l'avoir exportée, quoi. C'est amusant que l'on aborde la question technologique sous cet angle, parce qu'en lisant une autre partie de ces notes, j'ai vu une insistance très forte sur l'éducation, et plus spécifiquement sur les fameuses filières STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est un point fondamental des sources. J'ai d'abord cru qu'on allait parler de finance internationale, de commerce ou de droit des affaires pour structurer l'économie. Pourquoi cette focalisation si agressive sur les sciences dures? Parce que les sciences dures sont le véritable socle de la souveraineté contemporaine. La diaspora chinoise, pour reprendre cet exemple, elle n'a pas planifié son essor uniquement en ouvrant des restaurants. C'est clair. Il y a eu une stratégie familiale délibérée, planifiée sur des décennies, pour envoyer massivement la jeune génération dans les meilleures universités occidentales étudier la physique quantique, l'intelligence artificielle ou la conception de semi-conducteurs. Donc c'est pas juste une préférence académique. Non, ce choix n'a rien à voir avec ça. C'est un choix géopolitique assumé par la base. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? En quoi le fait qu'un jeune ingénieur de la diaspora maîtrise la conception de semi-conducteurs, ça change la donne à l'échelle d'un continent tout entier? Ça change absolument tout. Si on finance des études de commerce, on forme quelqu'un qui saura vendre les technologies fabriquées par d'autres. Ouais, un intermédiaire. Voilà. Par contre, si on finance des chercheurs en biotechnologie ou en IA, on forme ceux qui vont détenir les brevets de demain. Les créateurs de la technologie. Exactement. L'enjeu, c'est de s'assurer que l'Afrique ne soit pas cantonnée, pour les 50 prochaines années, au rôle de simple marché de consommateurs d'outils numériques développés en Californie ou à Shenzhen. C'est une question de souveraineté. Financer massivement ces cerveaux par l'épargne collective, c'est s'assurer que le continent sera propriétaire de ses algorithmes, concepteur de ses propres infrastructures de données et souverain sur le plan technologique. Et ce basculement historique, il se décide au niveau très intime d'un salon familial quand on choisit où investir l'argent de la communauté. C'est assez vertigineux de se dire que la géopolitique mondiale de 2050 pourrait être influencée par les décisions d'un groupe WhatsApp de cousins discutant de la répartition de leur cagnotte mensuelle. C'est fou, hein? Mais c'est la réalité. Cela impose presque une nouvelle constitution mentale. Chaque euro, chaque franc CFA, chaque dollar issu de cette confiance communautaire doit obligatoirement être affecté à la création d'un actif durable, physique ou intellectuel. C'est le changement de paradigme. Mais bon, même avec tout l'argent du monde et des diplômes prestigieux, le génie isolé ne va pas très loin. On a tous en tête des exemples de professionnels brillants de la diaspora qui rentrent pleins de bonnes intentions, investissent dans un projet, se heurtent à la réalité du terrain et perdent tout. C'est classique malheureusement. C'est là que les documents introduisent ce concept fascinant, l'architecture invisible. Ouais, l'architecture invisible, c'est la brique manquante du système. C'est l'infrastructure sociale qui permet à l'argent et au savoir de ne pas se disperser dans le vide institutionnel. Comment on veut visualiser ça alors? Si on observe les réseaux de la diaspora indienne dans la Silicon Valley ou les chambres de commerce libanaises en Afrique de l'Ouest, on voit pas seulement des individus qui réussissent. On voit un réseau dense, hautement organisé, fait d'associations de professionnels, de clubs d'anciens élèves et de syndicats patronaux diasporiques. Et comment cette architecture fonctionne-t-elle concrètement? Parce qu'on ne parle pas juste d'un groupe Facebook pour s'échanger des bons plans de restaurants traditionnels, là. Loin de là. Cette architecture, elle opère sur plusieurs niveaux pratiques. Le premier, c'est le transfert organisé de compétences par le mentorat. Donc connecter les talents. Imaginons une plateforme fluide où l'ingénieur de la diaspora travaillant dans la cybersécurité à la Défense en France est structurellement connecté au jeune fondateur d'une start-up de paiement mobile à Kigali. Le transfert de savoir-faire est direct, accéléré, hors des circuits lents de l'aide internationale au développement. C'est ultra efficace.
Ensuite, cette architecture prend la forme d'incubateurs spécifiques. Mais comment ça fonctionne concrètement un incubateur géré par la diaspora par rapport à, disons, un accélérateur classique de la Silicon Valley? Qu'est-ce que ça change pour l'entrepreneur local? Il y a une différence majeure. Un incubateur classique va injecter du cash, exiger des indicateurs de croissance exponentielle en 6 mois et imposer des modèles calqués sur les habitudes occidentales. Souvent inadapté d'ailleurs. Exactement. Un incubateur conçu et géré par la diaspora apporte ce qu'on appelle l'intelligence du contexte. Ses dirigeants comprennent les frictions locales. Ils savent comment naviguer les coupures d'électricité, les lenteurs douanières, les subtilités du commerce informel. Ils connaissent le terrain. Voilà. Ils paniquent pas au premier obstacle culturel, car ils le maîtrisent. Ils apportent des fonds adaptés, connectent la start-up locale aux marchés internationaux via leur propre réseau et assurent une gouvernance qui respecte le tempo du marché local. Et il y a aussi une dimension de pouvoir dans tout ça, non? Structurer un réseau de millions de professionnels de haut niveau, ça donne un poids monumental en matière de lobbying. C'est le nerf de la guerre. C'est la capacité à influencer les politiques publiques. Non seulement dans les pays d'accueil, pour faciliter les flux d'investissement, mais aussi sur le continent africain pour exiger un climat des affaires plus transparent, moins bureaucratique et plus sécurisé pour l'investisseur diasporique. Tout à fait. Et si on relie ça à la vision d'ensemble, ces réseaux structurés agissent comme un système d'alerte précoce, une sorte de radar économique ultra sensible. C'est-à-dire, Si un pays africain modifie sa législation en faveur de l'agrotransformation, ou si un autre ouvre son secteur des télécommunications, cette architecture invisible capte le signal immédiatement. la réaction est instantanée. L'information est vérifiée, analysée par les experts du réseau, et en quelques semaines, des fonds d'investissement basés à Londres, Toronto ou Genève peuvent mobiliser des capitaux de manière coordonnée pour saisir l'opportunité. C'est l'agilité d'une start-up alliée à la puissance de feu financière d'une banque d'investissement, quoi. Je t'écoute détailler cette ingénierie redoutablement efficace, et je peux pas m'empêcher de faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Toute cette formalisation institutionnelle, les fonds réglementés, les incubateurs avec des conseils d'administration, les chambres de commerce avec des statuts juridiques, est-ce que ça porte pas en germe la destruction de la magie initiale? La perte de l'aspect humain, tu veux dire. Bah oui, la tontine, ça marche depuis des générations, justement parce que c'est pas bureaucratisé. C'est rapide, c'est intime, c'est basé sur le fait que je regarde mon ami dans les yeux quand je lui donne ma part. Si on remplace le lien affectif et l'honneur familial par des contrats d'avocat d'affaires pour financer des projets à 10 000 km, est-ce qu'on risque pas de briser le motard de confiance organique? C'est une critique tout à fait légitime, et c'est un point de friction majeur analysé dans les recherches d'ailleurs. Le risque de calcification par la bureaucratie, il existe. Comment on l'évite alors? La solution proposée, c'est pas d'éliminer l'oncle, la tante ou l'ami d'enfance de l'équation. L'objectif n'est pas de déshumaniser la transaction financière. Il s'agit d'institutionnaliser l'objectif commun, pas de détruire le lien de proximité. D'accord, je vois la nuance. En réalité, le capital de confiance sociale devient le collatéral financier de ces nouvelles structures. On maintient la réunion mensuelle de la tontine, on conserve les débats passionnés et la chaleur humaine, mais l'ordre du jour change. On parle d'investissement plutôt que de consommation. Au lieu de se demander qui va utiliser la cagnotte pour changer sa voiture, le groupe vote sur la progression des rendements de la start-up agricole qu'ils ont cofinancée au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. C'est donc une évolution du logiciel, pas un remplacement du matériel. On garde l'ancrage émotionnel et la cohésion du groupe, mais on branche cette énergie sur une matrice de création de valeur à grande échelle. C'est exactement l'idée. C'est brillant. Finalement, quand on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, le parcours est fascinant. On est parti d'un simple mécanisme de survie individuelle et de gestion des aléas du quotidien pour arriver à la structuration d'une souveraineté économique et technologique à l'échelle d'un continent. La trajectoire est incroyable. Le grand message qui transparaît de toutes ces notes, c'est que l'Afrique détient déjà sa propre solution. Elle n'a pas besoin de supplier pour des capitaux extérieurs avec des conditions étouffantes. L'argent, la résilience, la confiance et l'intelligence technique sont déjà là, massivement présents dans les mains de sa propre diaspora. Il suffit d'ajuster la cible. Et c'est la leçon macroéconomique majeure à retenir de cette analyse. Pour quiconque observe les mouvements tectoniques de l'économie mondiale, il est primordial d'étudier comment des micro-habitudes, la façon dont 10 personnes décident de gérer 1 000 € un dimanche après-midi, peuvent contenir le code génétique d'une transformation structurelle continentale.
Tout part de là, finalement. On ne parle pas de plans quinquennaux décidés par des institutions lointaines. On parle d'une multitude de décisions décentralisées qui, lorsqu'elles s'alignent vers un objectif de construction à long terme plutôt que de consommation, libèrent une puissance inarrêtable. C'est la fin de notre plongée dans ces documents extraordinaires aujourd'hui. Et en refermant ces dossiers, il y a une réflexion qui s'impose presque d'elle-même, comme l'aboutissement logique de tout ce qu'on vient de discuter. Ça soulève effectivement une perspective vertigineuse. Si cette immense diaspora, cette nation sans frontières de 350 millions d'esprits connectés, parvient à systématiser ce basculement psychologique et à structurer solidement son architecture invisible, Ne serions-nous pas tout simplement en train d'assister, en temps réel, à l'émergence de la force diplomatique, économique et technologique la plus décentralisée et la plus puissante du XXIe siècle? c'est la question qui se pose. Une force capable de redéfinir totalement les rapports de force entre le Nord et le Sud, non pas par le conflit, mais par la maîtrise absolue de ses propres capitaux et de son destin. Une idée qui mérite qu'on s'y attarde bien après cette discussion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de vos documents. Continuez de chercher les mécanismes invisibles qui font tourner le monde et n'arrêtez jamais d'être curieux. À la prochaine!